Ensuite, vous avez une manufacture de l'opinion, mais qui est plutôt grossière. Je pense que vous êtes assez... vous êtes averti, je pense, là-dessus, comme moi, et n'empêche que ça continue à marcher, même sur moi, alors que je suis averti, donc j'imagine que sur vous aussi. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, là, on me dit « Ah, t'as vu l'image, là, de ce gamin sur la plage qui était noyé après le naufrage ?» Alors moi, je pars sur mes grands airs en disant « Oui, tu vois, moi, j'ai pas besoin de voir des images d'enfants noyés pour savoir que c'est dramatique, les gens qui partent sur des boats people tout pourris et qui se noient à la frontière de l'Italie ou à nos frontières à nous, quoi. » Et j'ai fait le malin, et puis après, on m'a montré quand même la photo d'Alan Kurdi, quoi. Bon, j'ai pleuré. Ben, il y a de quoi, en vrai. Alors, au début, j'ai pleuré, parce que je trouve ça absolument ignoble, tragique, horrible, etc. On personnifie, en fait, quelque chose, on le voit, quoi. Puis après, la question qui vient, c'est... Il y en a déjà eu plein, des enfants comme ça, morts. Pourquoi on n'en a pas parlé avant? Pourquoi il fallait que ce soit... Et si ça avait été un enfant noir, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que le cadrage compte là-dedans? Est-ce que... Et en fait, ça soulève plein de questions qui... Moi, j'ai l'impression que la plupart des psychologues spécialistes de la cognition sont assez unanimes là-dessus. Dès qu'on fait appel à l'émotion dans un journal ou dans un article ou dans un site, on risque de perdre le raisonnement. L'émotion submerge la raison. Et les émotions, ça peut être la peur, ça peut être la joie, ça peut être l'espoir, ça peut être des grands trucs, des grands thèmes. La peur, c'est certainement le meilleur, et la tristesse, peut-être le deuxième, plus puissant. Donc effectivement, on réagit là-dessus très fort. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Alors que le problème, il y a des années qu'il existe, ce problème-là, on a dit « Ah, il faut faire quelque chose !» Tout le monde s'est dit « Il faut faire quelque chose pour le pauvre Alan Kurdi. Oh, le pauvre, au nom d'Alan Kurdi, vite, intervenons !» Puis en fait, ça a été un pchit, quoi. Tout le monde a fait des beaux effets d'annonce, et puis rien ne s'est passé, et puis ça continue, et puis tous les jours, il y en a un. Prenons un autre exemple. C'était avant-hier, ça, il y a 4 jours. Attaque au gaz en Syrie. Alors il y a toujours le problème, on se dit, est-ce qu'il faut montrer des photos comme ça parce que c'est le seul moyen de faire réagir vous, moi, les opinions publiques? Et en même temps, on fait appel à l'émotion. Normalement, lire sur un texte qu'il y a des gens qui ont été gazés, lire 100 personnes ou 150 personnes gazées en Syrie, ça devrait suffire pour nous faire pleurer, en fait. Ben non, bizarrement non. Et en plus, la Syrie, c'est loin, je vous dis, donc on a l'impression que c'est un peu étranger, quoi. C'est lointain. On connaît pas beaucoup de Syriens, on s'en fiche un peu, quoi. Puis quand on voit les photos, ça nous ramène à la réalité. Mais en même temps, ça nous permet pas de réfléchir. Bilan, on réfléchit pas, et quand on voit que c'est propice à une politique interne à son gouvernement, on peut prendre des décisions assez drastiques, hein. Je vois que la moindre phrase débile de Donald Trump était décortiquée dans tous les sens dans les médias. J'ai aucune affection pour Donald Trump, hein. J'ai un peu potassé son programme et ce qu'il raconte depuis 30 ans. J'ai pas beaucoup d'acquaintance avec Donald Trump, mais je vois qu'on s'acharne sur chaque fois qu'il fait une phrase en biais, à chaque fois on le défonce, mais là il bombarde et plus personne ne dit grand-chose, hein. Bizarrement, c'était assez unanime. J'ai écouté ce matin, j'ai changé de poste plusieurs fois de radio pour voir la différence. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Il n'y a pas une grosse condamnation, hein, par les journalistes. Vous avez les images, puis vous avez les mots. Et les mots comptent beaucoup. Dans notre jargon, on a des termes pour expliquer ça. On parle d'effet impact, d'effet paillasson, d'effet puits. Alors l'effet paillasson, c'est pas très compliqué. C'est parti d'un délire qu'avait fait Henri Brock, mon ancien directeur de thèse. Il disait, c'est marrant, quand on voit un paillasson, je crois que je vous ai raconté déjà ça, on voit un paillasson, il est souvent marqué « essuyez vos pieds sur le paillasson ». Mais il vient jamais à l'esprit de personne d'enlever ses chaussures, ses chaussettes, essuyer ses pieds, quoi. Tout le monde comprend que c'est ces godillots qu'on doit essuyer. Quand on est dans le langage courant, ça prête pas beaucoup à méprise, ce genre de métonymie. Quand quelqu'un vous invite à aller boire un verre, vous n'allez pas boire un verre, vous allez boire ce qu'il y a dedans. On est bien d'accord. Par contre, quand c'est dans le langage scientifique ou de sciences politiques, les mots peuvent avoir vraiment une portée au sens collectif qui n'est pas tout à fait le même qu'au sens technique. Et alors là, ça s'entrecroise et ça crée des effets bizarres. Je vous donne un exemple. Quand on nous titre, comme le Figaro ici, « Délinquance, une dégradation statistique continue ». Vos réflexes de penseurs et de penseuses critiques, ça doit être de se dire, une dégradation statistique, des chiffres, il faut que je vérifie. Deuxième chose, délinquance, est-ce que cette notion est une notion qui a du sens? Est-ce qu'elle a clairement du sens? Et là, vous faites comme ma collègue Guillemette Reviron, vous prenez le mot délinquance et vous cherchez partout la définition de la délinquance, et là, vous tombez sur des trucs vraiment étonnants. Par exemple, qu'il y a 107 catégories recensées dans la délinquance, et bizarrement, que des trucs, vous savez, un peu de rue, quoi, de pauvres, des trucs de pauvres, arracher un sac à main, des stupéfiants, etc. Mais il n'y a pas abus de confiance, il n'y a pas abus de biens sociaux, il n'y a pas évasion fiscale. Vous voyez, déjà, dans le mot délinquance, il y a déjà un tri.
Vous voyez, il y a une sorte de norme sociale qui est déjà présente. Et après, quand on essaie de remonter plus loin jusqu'à la source même de qui édicte ce qu'est la délinquance, eh ben on tombe sur le bouquin dont la police se sert, la criminalité et délinquance constatée en France. Et là, on tombe sur un texte vraiment très, c'est pas drôle, c'est, je sais pas, étonnant, quoi. Il vous explique qu'il n'y a pas les autres contraventions, les infractions genre finance-travail, comme je vous l'ai dit déjà, et puis les délits à la circulation routière. La statistique ne couvre donc pas tout le champ des infractions pénales, elle est limitée aux crimes et délits tels que, pardon, j'ai encore mis du rouge, je vais encore me faire engueuler, tels que l'opinion publique les considère, là, on voit pas, là, tels que l'opinion publique, mais c'est vous ça, c'est moi, l'opinion publique. Moi, j'ai jamais été consulté là-dessus. C'est bizarre, il parle en mon nom et au vôtre. Bizarre. Elle correspond bien à ce que sans préciser qui est, on estime relever de la mission de police judiciaire. Rien de plus précis que ça. Étonnant, non? Je vous encourage à faire ça sur chaque mot qui est un peu flou, qui vous paraît trop flou. Je sais pas, le moral des ménages, par exemple. Regardez ce que ça veut dire, le moral des ménages. Quand on vous brandit comme ça un chiffre qui est censé indiquer l'état de santé d'une société et qu'on l'accole à une notion, décortiquez la notion. On apprend toujours plein de choses. J'ai fait ça pour m'amuser sur, par exemple, les voix. J'avais fait ça à l'époque de l'élection de Piolle. Oh, j'ai rien contre Piolle, ni un type, j'ai plein d'arguments pour, contre, on s'en fout. Je prends des exemples un peu variés. Je me rappelle de France TV Info, qui titrait « Municipal, le candidat Europe Écologie Les Verts, Éric Piolle, obtient 40,03% des voix ». Je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même, des voix. C'est pas très précis, voix quand même. Alors je m'étais amusé à décortiquer comme ça. Je m'étais dit, tiens, les voix. Bon, effectivement, si on regarde les chiffres, il y a eu 19 600 et quelques sur 49 000 machin, ça fait ça. Bon, ils ne se sont pas trompés dans les calculs, ça va. Après, je me suis dit, tiens, mais c'est les voix exprimées. C'est pas les voix, c'est les voix exprimées, parce qu'il y a eu d'autres voix, mais elles ont été considérées comme non exprimées. Alors en regardant le détail, on se rend compte que c'est blanche, nulle et facétieuse. Alors facétieuse, c'est, je sais pas, les gens qui font des cocottes en papier, vous voyez. Blanche, ça pourrait très bien être des gens qui disent « Je suis d'accord avec le mode de scrutin, mais aucun candidat ne me plaît, donc je tiens à le dire en votant blanc ». Ça pourrait être ça. Nul, ça pourrait être je ne suis pas d'accord avec le mode de scrutin, donc je viens quand même, mais je vote nul pour indiquer que je voudrais changer de scrutin, parce qu'il y a plein d'autres modes de scrutin possibles. Plein. Et bien plus intéressants que ceux qu'on va nous infliger dans 2 semaines. Et donc si on prenait en compte ces voilà qui sont quand même exprimés, mais différemment de ce qui est entendu, là, d'un seul coup, on baisse un petit peu, pas beaucoup, on baisse pas beaucoup. Après on réfléchit, on se dit tiens, il y a les voix exprimées, donc les blancs, les nuls, les facétieux, et puis il y a les abstenus. Les abstenus, s'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils pensent que ça n'a pas d'intérêt de venir. Donc ils ont une opinion quand même sur l'ensemble du scrutin. Il faudrait les compter en vrai, si on parle de la proportion qu'a l'élu vis-à-vis de la population. Alors ils étaient 34 000 quand même, c'est pas rien. Hein. Et donc ça nous abaisse à 23%. Et 20 voix exprimées, blanc, noir, facétieux, abstenus et les non-inscrits. Alors eux, ils s'en foutent encore plus, ou alors ils sont tellement dégoûtés qu'ils ne sont même pas inscrits. Vous voyez ? Mais ils ont quand même une opinion, puisqu'ils ne sont pas, ils ont dit non, je ne m'inscris pas. Vous voyez ? C'est pas rien. Bon, pourquoi ça compte pas ? Pourquoi ils ne sont pas comptés dans l'ensemble ? Alors là, si on les compte, effectivement, le chiffre il baisse. Et alors je ne parle même pas des sans-papiers, je ne parle même pas des migrants, je ne parle pas des SDF, je ne parle pas de certains détenus déchus de leurs droits civiques, je ne parle même pas des mineurs qui pourraient très bien avoir un avis sur notre vie en société. Hein. On pensait qu'avant 21 ans, on ne pouvait pas, et maintenant vous allez pouvoir le faire si vous avez moins de 21 ans, parce qu'il y a des gens qui ont baissé la barrière, mais la norme de 18 ans, c'est une norme, si vous voulez. Bref, là, je ne compte même pas à quel chiffre ça nous amènerait. N'empêche que si on voulait être précis, on devrait écrire « Municipal, le candidat Europe Écologie Les Verts Piolle obtient l'assentiment de moins de 12,5% des habitants de Grenoble ». C'est ça qu'on devrait dire. Vous voyez ? J'aime bien faire ce genre de décortiquage. Je ne sais pas si c'est très utile. Après, vous allez vous dire que je m'en prends à Piolle. Non, je ne m'en prends pas que à Piolle, parce que j'ai pris Desto, qui est celui d'avant. Je ne sais pas si vous avez connu Desto. J'ai connu Desto, et chez lui c'est encore pire. À titre comparatif, c'est 7,55% des Grenoblois seulement qui lui ont valu d'être élus. Mais ce qui veut dire aussi que prendre le pouvoir, même par les urnes, n'est pas si compliqué que ça. Réfléchissez-y. À Grenoble, hein, du moins. Je dis ça au cas où vous vouliez devenir maire ou mairesse. Refuser les mots qui font un effet paillasson et des mots qui sont des catégories tellement nébuleuses qu'elles en sont tranchées presque à la hache, mal dégrossies. J'ai mis exemple violence, chômage, insécurité, étranger. On en a déjà parlé ici dans ce cours, je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais ce sont des découpages qui sont vraiment faits à la hache. C'est pour ça que j'ai mis une hache. Les effets impact, voici quelques exemples. Aura-t-on le même impact avec souhaitez-vous plus de surveillance ? De vidéosurveillance, pardon, ou souhaitez-vous plus de vidéoprotection ?
Le premier, on se dit, vidéosurveillance, ça craint quand même et tout, ils nous regardent dans notre bain, dans les toilettes peut-être et tout. L'autre, c'est vidéoprotection, ça va, c'est pour vous protéger, vous voyez. Hop, et on nous crée comme ça un cocon. On joue sur la connotation du mot plutôt que sur sa dénotation. C'est ça qu'on appelle un effet impact. Et les élus l'ont très bien compris, enfin les élus, les ministres n'étant pas élus, je ne devrais pas parler de Fillon comme d'un élu à ce moment-là, mais en janvier 2010, son gouvernement, à Fillon, décide, dans un amendement associé à la LOPSI 2, que dans tous les textes réglementaires et législatifs, le terme vidéosurveillance, jusqu'alors d'usage courant mais anxiogène, sera systématiquement remplacé par vidéoprotection pour une meilleure appropriation du grand public, etc. Voilà où on nous manufacture le consentement, vous voyez, par ce genre de mots à effet impact. C'est la même chose quand on regarde, ouais, j'ai mis pour ça, parce que la boîte qui a fabriqué ces petits cartons-là, elle a fait fortune. Protection voisin vigilant, je pense que vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu, dans toutes les campagnes, il y a ça, même dans des campagnes où il ne se passe rien. Il y a des voisins qui sont derrière leur fenêtre et qui guettent que c'est. Ah, il y a peut-être un arabe qui passe. Ah, un rome. Ah. Je fais bien le voisin vigilant. Aura-t-on le même impact avec l'arrestation de Saddam Hussein ou avec la capture de Saddam Hussein? Pourtant, les médias ont été nombreux en France à dire capture de Saddam Hussein. Le meurtre d'Oussama Ben Laden, vous vous rappelez de Ben Laden? Ou bien l'exécution d'Oussama Ben Laden. C'est plus les mêmes connotations qu'on greffe. Sauf que ces mots-là sont dans des titres et le titre vous donne une impression générale sur le contenu. Et en lisant ça, quand vous savez décrypter ce genre d'effet impact, vous savez si le média aime ou pas la personne dont on parle. Si on parle de sa dépouille, c'est pas pareil que si on parle de son cadavre. Vous voyez, cadavre, c'est moche, quoi. On n'a pas envie d'être copain avec un cadavre, quoi. Alors qu'on peut être solidaire d'une dépouille. Et il y a plein de mots cachés comme ça, je vous en donne quelques-uns. La guerre d'Algérie, c'est pas tout à fait le même impact que les événements d'Algérie. Donc pendant longtemps, l'État français a relativisé ce qui se passait en Algérie pour pas dire le mot guerre. En plus, la guerre étant normalement avec un pays extérieur, c'était compliqué de justifier vu que l'Algérie était française. Une femme de ménage, vous pouvez l'appeler une technicienne de surface, ça crée un effet impact un peu différent. Le mouvement rebelle, si vous l'appelez le mouvement terroriste, c'est plus du tout la même chose. Un mouvement rebelle, on aime bien les rebelles, quoi. Terroristes, moins. Les cotisations salariales, exemple que j'adore, parce qu'en ce moment on bosse sur la sécurité sociale avec les camarades, là. On regarde avec les collègues comment c'est construite la sécurité sociale et quelles sont les implications morales qu'il y a dans tous les rouages. Sur le plan sanitaire. C'est avec mon collègue Nicolas Pinceau qu'on fait ça. On a remarqué que les cotisations salariales, très souvent on les appelle des charges salariales. Ben, les charges, personne n'a envie de les payer. Alors que les cotisations, oui. On dit, ah, tu veux payer une cotisation? Bah oui. Tu veux payer une charge? Non, non. Une charge, c'est lourd, ça se pèse et tout. Le mot charge a été, je pense, inventé par des gens qui voulaient noircir un peu le trait de ce que c'était que ces charges salariales. Vous pouvez comme ça décrypter aussi dans les mouvements politiques parfois certaines choses. Le mouvement anti-avortement, ça n'a pas le même impact que pro-vie, par exemple. Et les gens qui sont anti-avortement ont bien compris qu'il valait mieux s'appeler pro-vie. La balance de la sécurité sociale, ou le gouffre de la sécurité sociale, pareil. Enfin, vous pouvez multiplier à outrance ce genre de choses, quoi. Chaque mot porte en lui-même une charge affective qu'il faut... Il faut décortiquer le noyau même de toute sa gangue autour d'affect, quoi, si vous voulez vraiment savoir de quoi on parle. Et après, vous avez des mots qui mélangent tout, qui sont et effet impact et effet paillasson. J'ai mis l'Occident. Alors l'Occident, voilà, un paquet complètement incompréhensible que l'Occident. L'extrême droite, l'extrême gauche, qu'on nous sort tout le temps en ce moment, là. Cette espèce d'ouroboros, là, cette espèce de serpent qui se mord la queue, là. Comme si c'était... Alors vous avez un héritage de la Révolution française avec la disposition de l'Assemblée, vous savez, la gauche et la droite. Maintenant ça marche plus très bien parce que sur le plan économique vous avez des gens qui sont plutôt conservateurs et vous avez des gens qui sont progressistes sur le plan social, donc ça fait des mélanges. Donc gauche et droite commencent à être abandonnés par les gens en sciences politiques, mais les journalistes, eux, ont raté le coche, quoi. Et alors on s'imagine que les extrêmes se rejoignent, ça fait comme une boucle. Et ça se rejoint au bout, quoi. C'est une métaphore qui tient difficilement la route quand on la regarde de près. Puis les autres, on en a déjà parlé ici, hein. Les terroristes notamment, etc. On a toute la laïcité. La laïcité, c'est bien. Laïcité is good. Démocratie, good. Taliban, ben. Daesh, ben. Terroriste, ben. Ultra, ben. Voilà. Extrême, Occident, bon, ah, bizarre. Et puis vous avez les phrases à effet puits. Effet puits, j'en ai déjà parlé aussi au cours numéro 4, il me semble, c'est quand on fait des phrases qui ont l'air d'être censées, de dire une information, mais qui sont en fait fondamentalement creuses. J'en ai parlé quand on a parlé de mentalisme, si vous vous rappelez. C'est aussi une manière de construire de la langue de bois. Alors de la langue de bois, en voici un exemple, certains appellent ça un pipotron,
ou de la xylolalie, de la langue de bois en grec. Et vous prenez n'importe quelle de la case 1, vous mettez avec n'importe quelle de la case 2, puis la case 3, et ça vous fait des super discours, quoi. Mesdames, messieurs, l'acuité des problèmes de la vie quotidienne conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Ça claque, quoi. Il y avait un exercice que faisait Franck Lepage avec des cartes. Je l'ai fait plusieurs fois dans ce cours, mais j'ai pas emmené mes cartes, je peux pas vous le faire. Je me suis dit, tiens, est-ce que je peux trouver quelque chose d'actuel qui soit plein d'effets puis. Je me suis dit, tiens, bah oui, il y a un clip marrant, là. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a pas d'infos dedans, vous allez voir, c'est génial. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. C'est le mal français. Le mal d'un pays sclérosé par les blocages. Des blocages politiques et sociaux qui préservent les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres. Où est la liberté dans tout ça ? Des blocages économiques qui font que l'ascenseur social est en panne pour des millions de Français. Où est passée l'égalité ? Des blocages géographiques qui conduisent des milliers de jeunes au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Qu'est devenue la fraternité ? Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce nouveau monde à la fois inquiétant et plein d'opportunités. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche. Ça vous dit quelque chose, non ? Le festival de l'effet puits. Mais bon, les autres, c'est pas mieux, hein, certains, c'est vraiment... Mais les autres ont des tendances, ou des couleurs, si vous voulez. Celui-là, il n'y a rien dedans que de l'effet puits. C'est vraiment, vraiment marrant. Enfin, marrant, je sais pas si c'est marrant, en fait, le mot. Mais après, on peut aller encore plus loin, et là, ça va vous obliger à prendre une certaine posture quand vous vous retrouvez dans des conférences. Si vous suivez des séminaires ici, ou des conférences, que ce soit en sociaux, en anthropo, en physique, en n'importe quoi, méfiez-vous d'un truc qu'on appelle l'imposture intellectuelle. Je reprends cette notion à Bricmont et Sokal qui ont fait un livre qui s'appelle Imposture intellectuelle. Ils en donnent une définition très précise. L'imposture intellectuelle pour eux, c'est quand un individu expert d'un domaine va dans un autre domaine dans lequel il n'est pas expert, prend un objet dedans, le ramène dans son camp, en fait une mélange avec sa sauce à lui, et ni les gens du domaine de départ de l'objet ne reconnaissent leur objet, ni les gens qui sont dans le groupe où l'objet est revenu ne comprennent ce qu'il raconte avec. Ça s'appelle une imposture intellectuelle. Quand vous êtes face à une imposture intellectuelle et que vous la sentez venir, vous voyez que, je parle en sociologie, on vous parle de mécanique quantique. Vous dites, tiens, c'est bizarre, le mec il est sociologue et puis il vous parle de mécanique quantique. C'est bizarre quand même. Voilà. Ça doit faire tilt un peu. Il faut bien se rendre compte que l'imposture intellectuelle, ça se fait à deux. Il y a celui qui pérore, donc, qui fait un usage usurpé des concepts, et il y a celui qui écoute et qui dit rien. Et donc vous êtes complice si vous ne dites rien. Je vous donne un exemple d'imposture intellectuelle à mon goût. Hein. Un texte absolument majeur de la pensée mondiale. Je vous le lis parce que vraiment c'est parfait. Quel analyste n'a-t-il pas éprouvé à un moment ou à un autre de son travail une impression de chaos à la mesure de son incapacité à contenir un envahissement d'angoisse sans nom dans le transfert, débordant ses facultés représentatives au point de lui faire craindre l'expression d'un noyau psychotique ? Le caractère expansif de cette destructivité qui altère en un cercle vicieux les liens de pensée et les liens rationnels m'a conduit à une analogie de pensée avec la théorie du chaos, telle qu'elle fut introduite comme métaphore dans la réflexion psychanalytique par Sylvie et Georges Pragier. La phrase clé qui la condense est « période 3 égale chaos ». Pardon. Je peux pas m'empêcher de rigoler. Signifie que tout désordre chaotique observé dans l'univers représente une évolution temporelle sous dépendance d'une hypersensitivité à un état initial, qui déclenche un désordre provoqué par un attracteur étrange
où se mêlent, se fragmentent et s'amplifient des flux ondulatoires afférents dès qu'au nombre de 3. Dans une perspective analytique, attracteur étrange se présente donc comme un complexe d'anti-Oedipe qui engendrerait une destructivité psychique en croissance exponentielle. C'est mon job, la physique, au départ. Hein. Ça, tous les mots qu'il utilise, je comprends, mais comment il les lit, je comprends pas. Comment il les mélange, je ne pige pas le sens. Alors je vous ai mis le nom du monsieur, mais c'est pas très important. Voilà un texte qui est boursouflé et qui ni les physiciens ne comprennent ce qu'il raconte, ni, je pense, les récipiendaires ne pigent quoi que ce soit là-dedans, quoi. Période 3 égale chaos. C'est un exemple parmi d'autres, hein. On en a toute une collection avec mes collègues. C'était publié en 2004, hein. Ça vaut une publi. Pour ceux qui sont en thèse, là, rien faire ça vaut une publi. C'est étonnant. Alors voilà, pour la fin de mon propos, la scénarisation enfin. Comment construire un bon storytelling? Il vous faut les bons mots, il vous faut l'image, puis après il faut construire une petite scénarisation sympa. Alors la peur, l'émotion, l'espoir, c'est bien, mais vous pouvez rajouter gentil contre méchant, c'est très facile, ça passe très très bien. Vous pouvez rajouter axe du bien, axe du mal, ça marche plutôt pas mal aussi. Alors je vous ai mis un exemple de gentil contre méchant. J'ai piqué ça, parce qu'on est en contexte d'élection, j'ai piqué ça à la campagne de 64 de Lyndon Johnson. Je vous laisse regarder, je trouve ça, sur le plan argumentatif, exemplaire, quoi. Alors il y a le début, toc, toc, voilà. C'est son clip de campagne, c'est pas En Marche de Macron, c'est Lyndon Johnson. 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. On doit s'aimer Vote for tous. President Johnson on November 3rd. On doit tous s'aimer The ou bien on stakes are too mourra. high for you to stay home. Ça a plus de style que Macron. Hein. Par contre, la teneur argumentative est quand même assez maigre. Maintenant, un petit exemple pris dans War Made Easy sur axe du bien et axe du mal. Vous vous rappelez ces notions-là, axe du bien, axe du mal? On nous a bourré le mou pendant 15 ans avec ça. Hein. L'axe du bien et l'axe du mal. J'ai mis un petit extrait là. Une guerre tombe rarement du ciel, voire jamais. Il faut échafauder les arguments qui la justifient. Et ils sont souvent trompeurs. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. Il y a ce rapprochement entre le leader ennemi et Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. Nous n'avons pas l'information qui nous aiderait à mettre les images en perspective. Mad dog of the Middle East. I find he's not only a barbarian, but he's flaky. The drug-related indicted dictator of Panama. Et pour soutenir leur prétention que Noriega est incontrôlable, des preuves macabres de pratiques sataniques impliquant des animaux morts que les autorités ont qualifiées de tordus. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. Comme le disait Aldous Huxley il y a très longtemps, il vaut souvent mieux omettre certaines vérités que de dire des mensonges. Par exemple, le gouvernement américain a souvent directement aidé les dictateurs que maintenant on nous demande de renverser. Cette sélectivité de l'histoire constitue une forme particulièrement efficace de propagande. Norman Solomon, c'est celui qui parle. J'ai 2-3 petits tuyaux à vous filer, une petite bibliographie et je prends vos questions. Des petits tuyaux concernent la rhétorique. C'est... Si vous devez faire une grille d'analyse d'une situation politique, il y a au moins un truc qui est assez facile à s'approprier, je trouve, c'est les erreurs de rhétorique classique. On a bossé sur ça avec les collègues et on a discerné
je vous en donne un et je vous renvoie vers une fiche après de paralogisme. Le premier que je vous donne, c'est ce qu'on appelle parfois entre nous l'avalage de couleuvres, mais le vrai terme, c'est le plurium. Plurium affirmatum ou plurium interrogationum. C'est-à-dire quoi, plurium? Ça veut dire que vous avez caché à l'intérieur de la question quelque chose qui n'a pas été négocié avec votre interlocuteur. Alors j'ai mis des exemples ici. Par exemple, j'ai pris au pif, hein. L'Europe est-elle vraiment sortie de la crise bancaire? Cette question sous-entend qu'elle était sortie de la crise bancaire, mais l'est-elle vraiment? Vous voyez? On a caché une prémisse dans la façon de présenter le titre. Deuxième le trou de la sécu. Trou, c'est déjà un mot à effet impact. Hein. Le trou de la sécu est-il une fatalité? Ouais. Quand vous avez une question comme ça qui est trompeuse, il y a un moine chinois du XIe siècle qui s'appelle Honshu Konshen, qui, un jour, on lui pose une question à la noix, je sais plus, on lui demande est-ce que le chien a-t-il vraiment la nature du Bouddha ou un truc comme ça. Et donc ça le saoule, alors il répond, et c'est légendaire sa réponse, il dit mu. Et ça veut dire quoi, mu? Il dit ça veut dire rentre chez toi et reformule ta question parce qu'elle est pourrave ta question et je comprends pas quoi. Et tu loges à l'intérieur des prémices qu'on n'a pas négociées. Donc moi je vous encourage à dire mu quand vous avez des phrases ou des questions qui contiennent quelque chose que vous n'avez pas négocié. Et après, si vous voulez devenir plus technique, vous pouvez rentrer là-dedans. J'ai mis une liste de 20 sophismes ou arguments fallacieux en ligne sur le site du Cortex, qui sont très faciles à utiliser, dont la forme a l'air correcte sur le plan logique, mais qui contient des biais de raisonnement qui sont toujours les mêmes. C'est connu depuis l'Antiquité pour la plupart d'entre eux. Vous avez 3 grandes catégories. Vous avez les erreurs logiques, vous avez les attaques, et vous avez les travestissements. Alors pour vous donner un exemple, hein, l'analogie douteuse, je vous laisserai, il y a même des exemples avec, vous pourrez lire tout ça. Le raisonnement panglossien, j'en ai déjà parlé en cours. Le déshonneur par association, ça c'est facile, hein, comparé, on l'a vu avec Hitler ou Mussolini ou Pol Pot, pour ceux qui s'en rappellent. Ah, tu penses qu'il faut sortir de l'euro? Tiens, comme Marine Le Pen. Voilà, ça s'appelle un déshonneur par association. Voilà. Et vous avez une version, le Reductio ad Hitlerum. Et voilà, vous en avez quelques-uns comme ça que je vous ai mis à disposition ici. Ce que je voulais vous montrer également, parce que c'est très important si vous voulez poursuivre votre carrière de critique médiatique, c'est ces petits conseils qui sont là à la fin. Je vous les montre tous très rapidement. Et il y a une bibliographie juste en dessous. Notre soif de scoop est impossible à rassasier si vous voulez tout savoir tout le temps. Vous serez toujours à la merci des médias qui font semblant de vous en vendre tous les jours. Arrêtez-vous de temps en temps et dites-vous, là, c'est trop tôt pour qu'on analyse, je vais laisser passer du temps, et puis je me donnerai les moyens de creuser les sujets, quoi. Évitez les France Info, les M6 en 6 minutes et les Twitter. Et je pense que c'est un bon conseil. Vous ferez bien ce que vous voulez, hein. Une info extraordinaire a souvent été choisie pour ça, pas pour sa teneur. Donc ne vous laissez pas flatter par des sirènes. Nous sommes prompts à la validation subjective, c'est-à-dire à cautionner ce qu'on aime bien. Je sais pas, si vous aimez pas Poutine, vous allez penser que le bombardement c'est Poutine, enfin le gaz c'est Poutine. Si vous aimez pas Trump, vous direz que c'est vous direz que c'est Trump. On risque de valider subjectivement et de tomber dans le biais de confirmation d'hypothèses. L'exposition sélective, j'en ai déjà parlé. On résout nos dissonances cognitives un peu trop rapidement, j'en ai déjà parlé en long et en large. Nous croyons qu'il existe une presse neutre. La presse neutre n'existe pas. La presse objective n'existe pas. Il faut bien que vous pigiez ça, il n'y a pas de support neutre. Par contre, ce qui est bien, c'est de connaître la subjectivité, dans quelle mesure elle est assumée. Moi, je trouve très sain de lire Le Figaro, par exemple, bien que ce ne soit pas du tout mes opinions politiques, parce que Le Figaro, au moins, son décalage, le shift dans les informations, il est facile à faire pour moi. Parce que je connais à peu près la teneur de leurs opinions, et je peux me servir de ce qu'ils font. Les revues du Front National aussi, c'est assez facile à décrypter. Quand je dis Le Monde, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus flottant. Voyez, et je trouve que c'est difficile à réobjectiver ce qui est raconté dedans. Il y a des presses qui sont plus faciles à réobjectiver que d'autres. Qu'est-ce que je vous ai mis? Nous aimons croire que les médias sont à la botte du pouvoir. En fait, c'est plus simple, ils ont juste les mêmes intérêts. Comprenez bien ce point-là, hein. Il n'y a pas de complot. Il y a juste une connivence d'intérêts pour maintenir un ordre établi. Et vous avez bien vu que l'injonction tombe vite sur ceux qui désobéissent, notamment dans le journal télé. Alors privilégions et finançons des médias lents d'enquête, plutôt que de se bouffer du France Info. Bon, j'ai rien contre France Info en soi, mais vous voyez, c'est sans arrêt. Vous pouvez passer votre journée à croire que vous apprenez des trucs, quoi. Mais ça a un coût, ça se paye. En même temps, c'est défiscalisé. Vous pouvez faire des dons à des journaux, hein, notamment, pour les soutenir. Regardons toujours l'ours. L'ours, c'est une partie qu'il y a dans le journal, un petit carré dans lequel il y a, vous savez, à qui appartient le journal, qui fait quoi, pourquoi. J'avais amené ce journal, d'ailleurs, parce que c'est un aussi qui fonctionne sans pub. Ça s'appelle Le Monde Libertaire. Et pour le coup, avec mon collègue Jérémy, là, on a écrit un article dedans. Ça vous fera marrer, ça rejoint ce qu'on a discuté. Ça s'appelle « Situation dramatique en Lozère ».
Et on explique que c'est terrible, il y a plein d'enfants orphelins, qu'il y a plein les conditions sociales sont navrantes, la CAF donne des aides vachement plus basses que partout ailleurs, le RSA est minoré de 50%, etc. On fait tout l'article et à la fin il y a un erratum. Et en fait on dit non, en fait c'est pas la Lozère, on s'est gouré, c'est un autre département français, c'est Mayotte. Vous voyez, on a joué sur le fait que si on mettait Mayotte en titre, tout le monde s'en fout de Mayotte. Vous voyez, alors que la Lozère, bon, on vient peut-être pas de Lozère, mais on se dit bon, là, c'est pas loin, quoi. Puis on a peut-être un cousin là-bas, puis on y va l'été, et ça nous concerne, quoi. Au début, on voulait mettre l'Ardèche, mais je me suis fait engueuler par des Ardéchois. Alors on a mis la Lozère. Et mon pote lozérien, il a rien dit. Donc regardez toujours l'ours quand il y en a un. Non, mais il y en a toujours un, de toute façon. Hein. Ils doivent justifier de comment fonctionne leur presse. Est-ce que c'est une USARL, etc. Et regardez qui font les pubs dedans. Ça vous donne beaucoup d'informations. Si un média est gratuit, alors le produit, c'est nous. Toutes les presses gratuites, là, les directs matin, les trucs qu'on vous distribue à la fin, à l'arrivée des métros ou des trains. Méfiez-vous, le rapport au web par Facebook, Google, etc. est fausse. J'ai vu que vous aviez créé une adresse Gmail, là, Gmail, c'est Google. On a fait un article là-dessus pour expliquer pourquoi utiliser une adresse Gmail est contraignant non seulement pour vous, mais contraignant pour celui qui reçoit vos mails. Ça s'appelle « Pourquoi je ne suis pas pour utiliser Facebook, Google, etc. » C'est un article qu'on a co-signé sur le site du Cortex que vous trouverez très facilement. Ça, j'ai déjà dit. Rester humble intellectuellement, ça veut dire ne pas vous prononcer si vous ne savez pas. Je ne sais pas si vous savez qu'en ce moment, en Corée du Sud, il y a un gros problème politique. Ben, vous n'allez pas vous pavaner en disant « Oui, alors je pense qu'ils sont un peu trop... » Alors, vous n'avez pas bossé, vous n'avez pas vous la raconter, quoi. Et ben, sur les questions qui sont plus proches de nous, on n'est pas forcément plus informés. Soyons humbles, quoi. De temps en temps, fermons notre bouche, je pense. Fonctionner en réseau de confiance, vous ne pouvez pas être expert en tout. Donc, ben moi, je sais pas, lui, il est peut-être bon en maths. Le jour où j'ai besoin de trucs pointus en maths, je vais le voir lui. Si lui, il est super bon sur l'Ukraine, le jour où je vais avoir besoin de matériel, je vais le voir lui. Puis lui, il sait que je suis bon sur les questions paranormales, sur les pseudosciences et puis sur les propagandes militaires. Alors, il va venir me voir moi, on partage. On fait des réseaux de confiance. Je pense que l'avenir sera par des réseaux de confiance de qualité intellectuelle de la production scientifique, des contenus, quoi. Et fonctionner en réseau de confiance et outiller la jeune génération, parce qu'au final, c'est pas tant les anciens que je veux cultiver ici, qui ont déjà des bribes de ça et commencent à être critiques, mais je pense à vos enfants, quoi. L'objectif, c'est que vous soyez moins cons que moi au même âge déjà, et que vos enfants soient moins cons que vous au même âge, quoi. Comme ça, petit à petit, peut-être qu'un jour, on arrêtera de planter du métal dans d'autres gens, ce qui est quand même la définition de la guerre, hein. Planter du métal dans d'autres individus, ce qui est quand même, là le contexte est propice pour vous dire ça. La bibliographie est ici, je vous l'affiche.